Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à nouveau à Beach Handball Café. On reprend aujourd'hui le 25 octobre, dimanche 25 octobre 2020. On a fait une première série d'épisodes, rappelez-vous, avant l'été, pendant le fin du confinement. On reprend avec des épisodes un peu différents. On fait des interviews, on invite des amis pour parler des beach handball. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir parmi les invités Vincenzo Malatino, l'entraîneur de l'équipe d'Italie senior garçon. Et permettez-moi de le dire, Monsieur Beach Handball Italie, parce que c'est lui, si on parle de beach handball en Italie, c'est lui. Voilà, lui c'est le beach handball italien. Donc on verra ensemble pour quelles raisons. Il y a aussi l'ami Pippo Malatino, il est toujours là avec nous pour s'amuser avec le beach handball. On va tout de suite dévoiler Pippo Malatino, Vincenzo Malatino, c'est des cousins. C'est pas des frères, c'est des cousins, mais comme des frères, en disant comme ça. Et j'ai traduit C'est mieux pour que des frères, je dirais. j'ai traduit pour Vincenzo, come sai, comprende lui sì. Vincenzo, sto dicendo appunto una volta per tutte il vostro rapporto di parentela, per cui siete cugini, ma in realtà più fratelli. Quindi cugini, a tac, cugini ma fratelli, quindi l'ho spiegato anche agli amici francesi. Dunque, in ogni caso, Vincenzo, benvenuto, mi fa veramente piacere di averti ospite nel nostro umile Beach Handball Café, strumento Eh, dedicato a sviluppare il beach fra l'Italia e la Francia, perché in Francia in questo momento ce n'è ancora più bisogno. Come stai? Va bene, io innanzitutto ti ringrazio Claudio dell'invito e ringrazio anche gli amici del Bice francese che ci stanno ascoltando e per me è un onore essere qui con voi. Grazie. Donc Vincenzo, il nous remercie. Bon, c'est clair, hein, même qui parle pas trop italien, il comprend qu'est-ce qu'il a dit. Il est bien content d'être parmi nous. Donc, je vous remontre, je vous remontre à nouveau. Attendez, hop, après. Donc, je vous montre à nouveau le menu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va poser des questions, les trois questions de Beach Handball Café à Vincenzo Malatino. Après, on verra tous ensemble le match de demi-finale du championnat du monde U17 2017 entre l'Italie, l'équipe de Vincenzo Malatino, et la Russie. Et on parlera après de ce match-là. C'était un super match, c'est super de le revoir ensemble. On va terminer avec les témoignages de Pippo Malatino par rapport à la catastrophe de la tempête Alexia, pardon, qui s'est abattue sur la Val de Roya. Et donc, Pippo il nous montrera des photos et nous expliquera la situation d'aujourd'hui parce qu'il faut rester solidaire avec ces situations-là. Il faut pas quand même oublier qu'il y a des gens qui ont tout perdu et puis, pour Malatine, avec son club, il bouge pour apporter de l'aide. Il nous expliquera comment. Et tous ceux qui ont envie d'amener, de donner de l'aide, ils pourront contacter Pipo. On vous expliquera après. Donc, moi, si vous êtes d'accord, je partirai avec les questions à Vincenzo Malatino. Donc, déjà, avant les questions, pardon, une petite présentation parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, je voudrais juste vous montrer ça euh, à l'attaque. Donc, Vincenzo Malatino, c'est l'entraîneur de l'équipe d'Italie de beach handball. C'est le monsieur qui depuis des années, il se bat pour développer le beach handball en Italie. Vous savez, on a déjà traité l'histoire du beach handball dans le premier épisode de Beach Handball Café. Je vous invite à le revoir si vous n'êtes pas au courant. Et depuis qu'est né le beach handball en Italie, Vincenzo Malatino a tout de suite compris le potentiel de ce sport et il s'est investi avec tout son âme, son corps pour essayer de développer le beach. Avec ces résultats-là, donc entre le 97 et le 2019, il a gagné 11 fois le titre italien, champion d'Italie.
D'accord, ça ne veut pas dire que les autres fois, il n'a rien fait. Les autres fois, il est arrivé au 12e ou 3e. Donc, il a toujours été au sommet du beach handball italien. Euh, et il a gagné en plus, pas toujours avec le même club. Vincenzo, con quante squadre hai vinto i titoli italiani? Perché credo che hai cambiato 2 o 3 volte squadra. Con 4 squadre. Allora, Ho vinto il campionato italiano con 4 squadre. donc, avec Col 4 équipes, Massa Marittima, Massa Marittima, oui. Pallamano Grosseto, Pallamano Grosseto, poi ho vinto con il Blue Team e con la Pallamano Chieti. Donc, gagné avec 4 équipes différentes. Donc, Grosseto, donc, Massa Marittima. Blue Team, en fait, c'est la sélection italienne qui participe à des compétitions par club avec le nom de Blue Team et Chieti. Donc, vous voyez, c'est encore une épreuve des compétences. Bon, s'il faut, s'il faut le dire, il le dit, mais on le dit, mais les compétences de Vincenzo Malatino, ça se voit parce que quand tu changes de club et tu arrives quand même à gagner des titres italiens, le travail, ça veut dire, il y a un travail de fond qui est bon. Donc, c'est incontestable. Euh, Après, si on parle des tournois EBT, on a déjà parlé des épisodes précédents. Qu'est-ce que c'est le BT, l'European Beach Handball Tour? Donc, il a participé entre 2009 et 2019 à 14 éditions, 14 étapes de EBT. Et il a gagné 9 tournois sur 14. Donc, c'est des tournois joués en Italie, joués à l'étranger, avec toujours ses équipes. Et donc, ça a permis à ces garçons d'acquérir de l'expérience, mais de montrer encore une fois que le niveau italien est entre les meilleurs en France. Après, en tant qu'entraîneur d'équipe d'Italie, les résultats, ils sont là. 2004, la première médaille de bronze avec l'équipe féminin adulte en Égypte. 2011 en Croatie, deuxième médaille de bronze, cette fois-ci avec une équipe jeune, les U17. C'est là qu'il a commencé à construire un groupe formidable. Et 2016, une troisième médaille de bronze, toujours avec les U17 au Portugal. Va continuer La médaille de l'Égypte, c'est une médaille du championnat du monde. Hein? C'est pas une médaille du championnat d'Europe. Ah bon? L'Égypte, oui, parce qu'en Égypte, c'est une troisième place au championnat du monde Allora, féminin. autant pour moi, je vous demande pardon, c'était une erreur di trascrizione. Vincenzo, scusa, mi sono sbagliato nel ricopiare. Una medaglia di bronzo mondiale non si può confondere, ma io l'ho fatto. Chiedo scusa. Désolé aux amis. Donc, en fait, la médaille 2004, c'est une médaille championnat du monde. Donc, ça doit être mise là. Donc, doveva essere messa qui. Donc, une médaille de bronze 2004 et une médaille d'argent avec les U17 dans le 2017 aux îles Mauritius. Et ça, c'est le match demi-finale qu'on va voir ensemble tout à l'heure pour un peu profiter de ce super match que je trouve exceptionnel. D'accord? Je vous invite en tout cas, en même temps qu'on parle, à vous prendre un petit café. Aujourd'hui, à l'honneur de Vincenzo et Pippo, j'ai pris les couleurs d'Italie. Vous voyez là. Comme ça, c'est réglé. Il ne faut pas se stresser. Nous, on a le privilège d'avoir le café italien. Donc, c'est encore mieux. Vous êtes privilégié. Mais moi aussi, moi c'est tout italien. Hein. J'ai pris en Italie, je viens à Ventimiglia, je prends le café, je ramène ici à Nizza. Et là, c'est terminé la petite présentation juste pour vous montrer de qui on parle. Donc, Vincenzo, j'espère que... Ah, il est là. Alors, donc, je poserai des questions en italien. Vincenzo nous répondra bien évidemment en italien et on essaiera de vous traduire avec Pippo pour vous faire comprendre. Déjà, donc, caro Vincenzo, ancora grazie. Mi interessa la domanda che faccio a tutti i nostri invitati, è sempre la stessa, la prima, ma perché il beach handball? Il beach handball, io ho sempre creduto in questa disciplina. Tutti sanno che il beach handball è nato in Italia,
però io l'ho visto subito una disciplina che è proiettata nel futuro, perché io ho avuto modo di studiarla per conto mio, ho fatto i miei esperimenti e per me è una scienza, diciamo, una scienza applicata dove praticamente vengono fuori determinate giochi spettacolari che vengono fuori solamente da determinate azioni combinate. Io credo nel bicembo, io sono anche allenatore indoor, però ho visto il bicembo come una disciplina sportiva proiettata nel futuro, perché è una disciplina che secondo me avrà un grosso successo anche per la sua diffusione che sta avendo nel mondo. Donc, on traduit pour les amis en France. Vincenzo nous dit que, comme je vous avais annoncé tout à l'heure, depuis le commencement, il avait tout de suite vu le potentiel du beach handball et il a commencé tout de suite à étudier, à être autodidacte, si vous voulez, parce que lui, comme nous tous, il est entraîneur de handball indoor, donc, et il a commencé à étudier tout seul le beach handball. Il a commencé à expérimenter des choses du beach handball. Et lui, pour lui, le beach handball, c'est une science. Et donc, comme une science, il a eu cette approche d'expérimenter, expérimenter avec ses garçons pour obtenir des fois des échecs. Bah, ça, c'est moi qui le dis, mais c'est normal. Et des fois, arriver à progresser collectivement dans cette discipline. Donc, oui, Vincenzo, donc, pour toi, c'est une science. Je reviens aussi tout à l'heure sur la présentation de ton palmarès pour rappeler à tout le monde que après la médaille d'argent au championnat du monde aux îles Mauritius, l'Italie, pour la première fois dans son histoire, s'est qualifiée aux Olympiades, aux JO pour la jeunesse qui se sont faits l'année d'après, 2018, en Argentine, à Buenos Aires. C'était une étape historique pour la Fédération italienne d'handball parce que l'handball n'avait jamais participé à l'handball italien au JO. Et donc, c'est grâce à Vincenzo que l'Italie a eu l'opportunité de participer. Et je crois, vous êtes arrivé, come siete arrivati alle Olimpiadi? Ottavi o sesti? No, siamo arrivati sesti. Sesti. Donc avec la sixième place, c'est un résultat énorme pour l'Italie. Et félicitations en tout cas à Vincenzo pour le travail qu'il t'a fait avec ces jeunes qu'on va voir après dans le match que tu as Non fait. siamo, Oui, dimmi. siamo stati molto anche fortunati che abbiamo avuto la possibilità anche di prepararci adeguatamente a queste Olimpiadi per vari motivi, ma eravamo una delle squadre che potevamo vincere medaglie, perché le condizioni erano quelle del mondiale, quindi praticamente ci aspettavano sul podio. Purtroppo, come si sa, lo sport non va sempre per lo stesso, per una determinata via. Comunque abbiamo fatto delle buone partite e abbiamo giocato davanti a uno stadio pieno contro l'Argentina, abbiamo perso il ottavo per sfortuna, quindi non eravamo al completo perché non era la squadra quella del mondiale, ma ne mancavano diversi perché ormai erano stati assorbiti anche l'indoor, la nazionale indoor et alcuni giocavano anche in squadre professionistiche. Alors, j'ai traduit pour les amis, nos amis. En fait, Sì, Vincenzo nous explique que ils ont parti au JO ils ont eu des problèmes de préparation, des problèmes différents de diverses raisons, mais ils ont pas pu préparer les JO comme Vincenzo il aurait voulu, mais aussi il y a eu des joueurs qui étaient pas là, des joueurs qui, bah, en fait, c'est le beach handball qui a donné la possibilité au handball indoor de découvrir des talents parce qu'il y a pas mal de ces jeunes joueurs qui ont gagné la médaille d'argent au championnat du monde qui ont été absorbés par des équipes de D1 italiens ou pour l'équipe d'Italie. Et donc, des joueurs sont partis en France, en rappelant les frères euh, Mengon? Mengon qui jouent à Montpellier. Et donc, Messie Malatino, il n'a pas pu compter sur son effectif des championnats du monde. Mais même avec ça, il nous a expliqué que tout le monde les attendait comme les favoris à ces JO. Il y avait une public formidable. Ils ont joué face à l'Argentine, l'équipe de maison. Il y avait des tribunes
plein claqué des gens. Ils se sont battus comme des lions et ils ont quand même arrivé, ils ont réussi à avoir la sixième place. Bien sûr, pour Vincenzo Malatino, il reste un peu le goût amer parce qu'il savait qu'avec son équipe au complet, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, c'est une première espérance JO. Il nous a dit le sport c'est comme ça, et donc il faut faire avec. Donc, Vincenzo, approfitto per chiederti la situazione attuale del beach handball in Italia e nell'equipe, nella squadra nazionale e come vedi pure le squadre di club. Ma dunque, il beach in Italia, diciamo, è in evoluzione, è in evoluzione. Poi è chiaro che ancora dobbiamo avere una programmazione ben precisa, perché il potenziale è in Italia, perché anche quel gruppo di quei ragazzi che io ho praticamente ho cresciuto dal 2016, che hanno avuto tutti quei risultati fino ad arrivare alla qualificazione olimpica, che è stata il primo grande risultato della nostra federazione, perché alle Olimpiadi chiaramente nessuna squadra italiana ci è andata mai prima, quindi noi abbiamo avuto l'onore di rappresentare la nostra federazione alle Olimpiadi di Buenos Aires per la prima volta. Chiaramente è un'evoluzione in Italia, anche perché ora si sta facendo dei corsi allenatori dove c'è il nostro rappresentante Gigi Toscano, che è anche il tecnico della nazionale femminile, che sta facendo i corsi in tutta Italia, essendo lui il responsabile della commissione nazionale allenatori per quanto riguarda la formazione. E quindi ho visto che ci sono molti tecnici interessati, sta avendo successo, e quindi avendoci dei tecnici interessati si spera che ovviamente ci siano poi in seguito delle squadre che giochino al beach. E quindi chiaramente le nazionali non devono essere formate solo da giocatori che ti vengono dalla prima squadra, diciamo dalla nazionale del 16 o del 18, ma sicuramente in Italia ci sono altri ragazzi che hanno delle abilità specifiche per il beach, e quindi grazie a questa possibilità che abbiamo in futuro di visitare altre squadre sicuramente scopriremo dei talenti. Alors, je t'interromps pour tradurre. Donc, justement, il nous dit Vincenzo que l'impulsion de la qualification JO pour la première fois de la part de l'équipe d'Italie a été énorme. Donc, sont été honorés déjà de défendre les couleurs d'Italie au JO. Et grâce à ça, il y a eu une impulsion, comme je disais tout à l'heure, pour la fédération à développer encore plus le beach handball. Et ils ont choisi de viser beaucoup sur les techniciens. Donc, ils ont mis en place des formations pour les techniciens. Il y en a. Donc, Vincenzo nous disait que la fédération italienne vise beaucoup sur les techniciens. Il y a avec des formations. La dernière formation, il y a une cinquantaine de techniciens qui participent. Pourquoi c'est important pour la fédération de développer le beach avec les techniciens? Parce que pour alimenter l'équipe senior de beach handball, garçons et filles, normalement, toutes les équipes, ils pêchent les joueurs et les joueuses par l'équipe jaune, mais il faut trouver aussi des joueurs ailleurs. Donc, s'il y a des bons techniciens qui forment des joueurs ailleurs, il n'y a aucune raison pour ne pas sélectionner des joueurs qui ne font pas partie de la filière jaune. Ça peut arriver. Et donc, c'est grâce à ça qu'on arrive à développer le beach. C'est ça l'idée que la fédération italienne a mis en place. J'espère que... Ci sei Vincenzo? T'abbiamo recuperato? Se è solo perché non ti vediamo. Vediamo le immagini. Cioè. Donc, la fédération italienne donc vise beaucoup sur les techniciens. Je suis d'accord parce que c'est super important qu'il y a des techniciens formés, compétents, qui transmettent bien les règles du beach handball, que c'est très, je répète, on l'a déjà abordé plusieurs fois, c'est très technique et tactique. Donc, physique
comme tous les sports, en plus c'est du sable, mais l'aspect technique, tactique, c'est énorme, énorme. Donc, se Vincenzo, sì, eccolo, Vincenzo l'abbiamo recuperato. Dunque, e per concludere, la risposta, la domanda era poi su i club, come vedi in questo momento lo sviluppo del beach handball nei club italiani? Ma lo vedo in base appunto all'adesione degli allenatori che stanno facendo questo corso. E sono tutti allenatori di club e quindi chiaramente, come ripeto, che grazie alla loro adesione penso che in futuro ci sia anche l'adesione dei club. Dipende tutto dalla formazione degli allenatori. Donc, et justement, grâce au fait que cette dernière formation qu'a mis en place la Fédération italienne, il y a 50 techniciens, tous des techniciens de handball indoor, donc il espère, non, il est sûr qu'ils vont développer le beach au niveau des clubs. Et donc, pour permettre aux championnats nationaux d'évoluer au niveau technique et développer encore plus le beach parmi les jeunes. Ehm, Vincenzo, rispetto agli appuntamenti che vi aspettano come squadre nazionali, che cosa ci puoi dire in questo momento? Anche se il contesto del Covid purtroppo non aiuta nessuno, ma bisogna comunque riuscire a programmare qualche cosa. Come state messi? La programmazione, dunque, dalle ultime notizie, che sono anche quelle da IHF, ci saranno i campionati europei per il 2002 e 2003, quindi è un campionato europeo under 19 e poi c'è il campionato europeo per quanto riguarda il discorso della nazionale senior. Purtroppo ora, come con la situazione in cui stiamo, non abbiamo possibilità di programmare, oppure la programmazione sarà rinviata in momenti più speriamo più tranquilli, più tranquilli, chiaro. Ma Quindi è una prima volta che fanno, credo, campionati U19, o sbaglio? I campionati under 19 sono stati fatti anche, sì, è la prima volta, questa qui è la prima volta che fanno i campionati 19. Prima erano stati programmati 2004 e 2005 e ora c'è questo ritorno al 2002-2003 che erano stati saltati dalla programmazione europea e quindi lavoreremo sul 2002 e sul 2003, anche se noi quest'estate abbiamo fatto una selezione nazionale, abbiamo girato praticamente per tutta l'Italia e abbiamo selezionato un gran numero di 2004-2005, quindi abbiamo già un'idea di che cosa c'è a livello maschile e a livello femminile per quanto riguarda questa età. Quindi dovevamo iniziare a fare questo 2002-2003, ma la situazione Certo. ci ha bloccato o perlomeno sarà rinviata nel maggio, dove si spera che questa situazione Si possa del sbloccare. Covid rallenti. Donc, je traduis. Alors, c'est la première fois donc qu'il y aura des championnats, c'est championnats d'Europe, n'est-ce pas? Campionato. Championnat d'Europe pour les U19. Jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours les U17. Donc, il y aura les U17, mais là, cette fois-ci, ça sera pour les U19. Donc, la fédération italienne avec Vincenzo Malatino ont choisi de faire carrément un tour d'Italie pour aller découvrir les talents cachés italiens de beach handball parmi les jeunes et avoir une vision réelle de la situation sur le terrain pour sélectionner les meilleurs garçons et filles pour cette sélection. Bien évidemment, avec tous les contraintes qu'il y a du Covid, c'est compliqué d'arriver à le faire, mais ils sont en train d'essayer quand même. Et ils espèrent que pour le mois de mai 2021, la situation du Covid permettra de mettre en place des stages et des préparations pour ces championnats d'Europe. Il y a U19 et pour les seniors aussi. Donc, Pippo, il y aura aussi les seniors. Et c'est en Bulgarie. C'est en Bulgarie qu'ils font le championnat d'Europe. Bulgaria. Bulgaria.
Donc en Bulgarie, il y aura cette nouvelle édition des championnats d'Europe. Et on a hâte de le revoir parce que franchement, c'est triste de ne pas avoir l'activité. Ehm, Vincenzo, quindi rispetto alla tua esperienza, questa di solito è la domanda che faccio a tutti per concludere. Tu hai una visione adesso del passato, del beach handball, del presente, quindi come vedi invece l'evoluzione del beach handball rispetto al futuro? Ad esempio, ti faccio un esempio, ho intervistato recentemente Antonio Viola a Gaeta, che è stato uno dei protagonisti, fondatore del beach handball, e lui mi parlava addirittura di riprendere la regola del specialist a 3 punti, portiere che segna su Kung Fu, eccetera, eccetera, perché dice è l'unico giocatore che ancora gioca a pallamano nel beach handball, lo specialist. Tu invece come vedi l'evoluzione del beach in futuro? Perché sei uno scienziato di questa disciplina. Donc, attends, Io traduco la domanda. J'ai posé la question à Vincenzo pour nos amis français, comment ils voient l'évolution du beach handball dans le futur, en sachant qu'il y a d'autres invités qui ont proposé de changer certaines règles, notamment vis-à-vis du spécialiste. C'est le seul joueur qui joue encore au handball sur sable parce que son but compte 2 points. Et donc j'ai posé la question à Vincenzo de voir come il voit l'évolution e si partage ou pas cette idée du spécialiste. Grazie Vincenzo, rispondici pure. Ma dunque, io penso di aver dato un'evoluzione a quel gioco, anche perché mi sono chiesto quali erano le nostre possibilità in Italia rispetto a quello che era diciamo, il potenziale all'estero. In Italia sappiamo tutti che ancora nell'indoor stiamo cercando di pedalare per raggiungere le vette del gruppo, per un termine ciclistico. Io ho pensato a questo punto, siccome la grande differenza nel beach handball, dove il personaggio diciamo principale, il giocatore principale è lo specialist, che debba essere anche usato in determinate maniere. Sì, tutto ci sta nel beach, questo volo che era stato già sperimentato in passato, dove il portiere tira il volo e vale 3, ma io non la vedo una cosa. Sì, se noi giochiamo a caso, quindi il portiere può valere 3, se noi lanciamo la palla al volo praticamente, ma se giochiamo in maniera scientifica, lo specialist può giocare sempre 1, perché scusate, da 2. Ci stavi spiegando appunto questa storia dello specialist e di come vedevi tu appunto l'evoluzione del beach. Allora, lo specialist, secondo, essendo il giocatore che ha una funzione più importantissima nel contesto del gioco e nella dinamica del gioco, io ho pensato che poteva diventare anche un fulcro per quanto riguarda altri sistemi di gioco. Lo specialist, io per esempio, come ho sperimentato già nel 2016 nella finale terzo-quarto posto con la Russia, dove lì abbiamo avuto anche questo scontro tra di noi per la medaglia di bronzo, siccome chiaramente loro avevano una potenzialità fisica notevole rispetto a noi, io ho pensato a quel punto di doverla destabilizzare questa difesa e chiaramente spostando lo specialist esterno e creare una situazione dove la difesa avversaria si è trovata in difficoltà, è chiaro che lo specialist ha avuto una posizione marginale rispetto a quella che era praticamente iniziale. Infatti ho visto che questo sistema di gioco poi in seguito è stato anche copiato da altre nazioni tipo la Croazia e anche la Grecia, e questo è chiaro è di marchio diciamo mio, questo tipo di sistema di gioco. Quindi lo specialist può avere molte funzioni, dove può essere un giocatore che si realizza solo sulla sua superiorità numerica dall'altra 2, come posto di gioco,
dove praticamente diventa un motore per quanto riguarda le varie soluzioni di attacco che si possono creare contro determinati tipi di difesa. E tu come vedi la possibilità, Vincenzo, di eventualmente dare l'opportunità allo special in caso di gesti tecnici speciali di 3 punti? Moi, j'ai posé la question comme il voit l'éventualité d'une évolution du règlement qui prévoit que le gardien de but, le spécialiste surtout, puisse avoir la possibilité, s'il utilise des gestes spéciaux, de 3 points. No, io non la vedo una cosa produttiva. Secondo me lo specialist va bene come finalizzatore dei 2 punti, ma dobbiamo saperlo fare giocare uno specialist. E questo è il discorso, perché se il volo da 3 è già stato sperimentato per quanto riguarda un campionato europeo a Lorca, dove praticamente il volo valeva 3. È vero che la piroetta è un'azione, può diventare anche individuale, perché per quanto riguarda una disattentazione della difesa, però il volo invece è una costruzione del gioco. Ma è anche vero che la piroetta è molto più facile a poterla difendere, mentre il volo è difficile poter difendere sul volo. Quindi la difficoltà della piroetta secondo me si equivale a quello del volo. Quindi secondo me quello esperimento dei 3 punti, anche se poteva sembrare spettacolare, secondo me non era utile al discorso finalizzante per quanto riguarda il gioco. Diciamo, snaturava il gioco, no? Certo. Il portiere è già in difficoltà perché lui già è in attacco e chiaramente lascia libera la porta, quindi può dare un vantaggio alla difesa. Ora e quindi deve saper giocare anche per la finalizzazione di un'azione, ma deve essere anche bravo a uscire per dare modo al meccanismo del portiere che rientra in porta. Alors, j'essaie d'un peu de, cerco di tradurre. J'essaie donc de résumer la pensée de Vincenzo Malatino vis-à-vis de la question que j'ai posée sur l'évolution du beach handball. Donc, on a parlé un peu plus du spécialiste. Pourquoi? Parce que c'est la figure un peu qu'on se pose la question s'il peut évoluer ou pas par rapport aux 3 points. Donc, Vincenzo nous explique qu'il a expérimenté dans le passé l'utilisation du spécialiste de manière un peu différente par rapport au normal. En fait, c'est lui qui a commencé à utiliser le spécialiste sur le poste d'extérieur plutôt que de centre pour désaxer un peu la défense, parce qu'il s'est posé la question, l'Italie en tant que nation de handball, comme pour rivaliser avec les autres pays d'Europe qui au niveau d'handball sont largement au-dessus que l'Italie. Et au beach handball, il ne fallait pas reproposer les mêmes écarts de différence. Donc il fallait travailler sur des manières différentes d'approcher le beach handball au niveau du système. Et donc l'utilisation de spécialistes a été la clé pour poser pas mal de questions, des problèmes aux autres équipes européennes. Et donc, il y a d'autres nations qui ont copié le système de Vincenzo Malatino, c'est-à-dire le spécialiste sur le poste d'extérieur, parce qu'il a donné pas mal de fruits. Et il continue encore à donner des fruits. Et Pippo a posé la question, vous avez entendu, sur l'histoire des 3 points. Et Vincenzo nous a dit qu'ils ont été expérimentés déjà une édition des championnats d'Europe, je crois, de mettre les 3 points pour le kung-fu du spécialiste. Non, c'est pas exactement pour le kung-fu du spécialiste à l'époque. C'était à Lorca 2008, championnat d'Europe des moins 17. Oui. C'était les 3 points à donner à tous les tirs qui étaient en d'accord. Mais pas pour le spécialiste. Pour le spécialiste, il n'a jamais eu de situation particulière. Donc Vincenzo disait qu'il donnait la possibilité de 3 points aux spécialistes pour des gestes spéciaux. Ou à n'importe quelle autre situation technique, c'était une situation qui dénaturisait un peu trop le jeu et dans certains contextes favorisait les joueurs qui avaient une taille supérieure vis-à-vis des autres. Il a aussi expliqué que le geste du 360 degrés,
si, bien sûr, peut être entendu comme un geste personnel. Mais c'est vrai que c'est un geste personnel où la défense peut essayer de faire, même si joue en infériorité numérique, peut essayer de faire, de trouver des solutions défensives sur un geste de la pirouette. Par contre, un geste de tir à Kung Fu, la défense va nettement être défavorisée parce que c'est difficile ou presque impossible de défendre sous un Kung Fu, sous un geste à vol. Oui, oui, c'est vrai. En fait, j'ai confondu par rapport aux origines de beach handball. Quand je me rappelle, à l'époque, il y avait l'histoire des 3 points, qui est pour le spécialiste, en fait, spécialiste qui fait il n'y avait pas le 360 degrés à l'époque, il n'y avait que des kung-fu. Et donc, il y avait les 3 points pour le gardien de but ou spécialiste qui marquait 3 points. Donc là, non, c'est autre chose. Justement, Mipi, pour t'as bien fait à me corriger, c'était les 3 points vis-à-vis de tout le monde, le geste technique du kung-fu. Mais bon, effectivement, ils ont constaté, Vincenzo, c'est le premier, que va un peu dénaturer la nature du jeu de beach handball. Et ils ont revenu sur leurs pas et avec les règles qui s'étaient mis en place. Des 360... Et c'est pour ça, si je me permets de t'interrompre, c'est pour ça que Vincenzo, que je connais très bien dans tous les petits détails de ce qui est son pensée vis-à-vis de beach handball, il a bien pensé que compte tenu qu'il y a des écarts, comme tu as bien souligné, Claudio, pour ce qui concerne l'aspect physique et l'évolution de l'handball under vis-à-vis de l'handball italien, non, de l'handball qui a moins de possibilités de s'exprimer à très haut niveau, il a essayé d'utiliser le spécialiste pour essayer de équilibrer un peu certains écarts qu'il y avait dans la constitution physique, dans la morphologie justement des joueurs. Donc, pour lui, c'est mieux d'utiliser le spécialiste avec des notions tactiques très sophistiquées qui nous donnaient encore plus aux spécialistes la possibilité d'avoir des avantages quand il va utiliser des gestes techniques spéciaux comme le 360 degrés ou le Kung Fu. D'accord. Alors, nous sommes au début de ce match, cette demi-finale Italie-Russie. On disait tout à l'heure, regardez la différence de gabarit entre les Italiens et les Russes. Bon, il y a des Italiens qui ne sont pas petits, hein, mais quand même. L'externe, le spécialiste externe, comme on avait dit tout à l'heure avec Vincenzo. Donc, Vincenzo, questo inizio di partita, come lo sentivi? Tu sentais comment ce début de match?
Vincenzo nous dit que c'était une demi-finale très aguerrie parce que les Russes, ils étaient énervés. Bon, ils n'étaient pas contents parce que la dernière compétition avec l'Italie, ils avaient perdu la médaille de bronze parce que c'était les Italiens qui avaient gagné. Donc, ils tenaient beaucoup à leur revanche. Et donc, Vincenzo avait demandé à ses garçons le maximum de concentration pour apporter ce match-là. Et donc, on voit déjà tout de suite comme... oui. C'est le mois de juillet et la compétition européenne c'est le mois d'avril. Donc c'est un peu fraîche la chose et les équipes se battaient justement pour la qualification. Aux Olympiades aussi. Oui. Donc tout l'intérêt du champion du monde, on connaît, on ne peut pas expliquer l'intérêt, mais surtout il y avait la qualification aux Olympiades des Jeux de Buenos Aires. J'étais surpris, Vincenzo, de voir comme les Russes, ils ont fait au début du match pas mal d'erreurs techniques par rapport au placement des pieds parce qu'ils ont marqué 2-3 buts d'un point et c'est toujours l'externe gauche qui a fait des buts un point. Donc Vincenzo, ti chiedevo, strano come i russi abbiano iniziato la partita con degli errori di tiro, nel senso che hanno segnato delle piroette da un punto, ma più di una volta e non hanno mai corretto questo errore. Tu l'aspettavi tu? L'esterno destro tecnicamente non era mandavamo al tiro anche perché lo specialist What a save! Russia! io ho notato questa cosa però sai alle volte Goal! Russia! Goal! Yes, Italy! Number 1! Simone Benon! Goal! Number 10! Russia! Traduco, Vincenzo nous dit en fait que oui c'est vrai, il avait remarqué que cet externe, numéro 9 là qu'on voit, il faisait pas mal d'erreurs, il n'était pas super fort au niveau technique, donc ils avaient fait le choix de le laisser exprès de l'espace pour l'envoyer au tir, pour profiter de cette entre guillemets faiblesse. Et dommage, là c'était une super kung fu. Et il jouait avec le spécialiste au centre qui faisait presque toujours la même chose, débordement avec son pivot pour aller au tir entre 1 et 2. Et après, sous les arbitres, ça arrive de le beach handball qui a des arbitres qui sont très précis sur l'application des règles. Et il y a des fois où en fait ils valident de 2 points et il n'y a pas exactement la rotation de 360 degrés. Donc ça, c'est des choses qui arrivent dans un match de beach handball. Donc là, on voit que l'Italie mène 10-8. On est déjà à la moitié de la première mi-temps. La Russie joue toujours avec ce petit demi-centre spécialiste en position de centre pour essayer d'envoyer le gros pivot au kung-fu et profiter de leur gabarit. Et l'Italie là, il fait avec la sortie du pivot avec le spécialiste. E dois dire a Vincenzo, devo dire Vincenzo che i tuoi esterni veramente sono stati enormi nella riuscita dei loro tiri, perché hanno veramente creato molti problemi al portiere. Je dois dire que les externes italiens, ils ont beaucoup posé des problèmes à la défense russe parce que souvent ils allaient au but. Vincenzo. The score is now 14-9 for Italy. Goal number 12.
Italy. 15-9. Allo specialist The winner of this match will era play for the medal gold medal tomorrow. 15-11. In the first period. Shot from the 12. Italy. En fait, Vincenzo nous explique que bon, il a essayé de toujours ne pas donner des repères à la défense russe. C'était une défense costaud. Donc souvent, il changeait le poste des spécialistes. Vous voyez, là, c'est un exemple. Une fois externe, une fois démission. Vous pouvez changer tout le temps les repères pour mettre en difficulté cette défense autre chose. Et il a souligné aussi comme la fonction de la montée balle rapide a posé des problèmes aux Russes. Et la défense aussi, l'Italie s'adaptait avec les défenseurs qui de plus en plus y montaient haut pour poser des problèmes aux joueurs russes qui sont un peu plus lents par rapport aux Italiens. Et ils mettaient tout à fait des défenseurs italiens des détails énormes, des tailles grandes, mais rapides. Et donc comme ça, il arrivait à poser des problèmes aux attaquants russes. Là, nous voyons que maintenant l'Italie mène 17-13. Il y a le temps mort, je crois. Non. Là, il y a eu... dommage, on avait récupéré la balle, mais je crois qu'on a fait la passe au gardien. Je n'ai pas tout bien compris. En tout cas, c'est dommage. Bon, c'est l'Italie qui menait 17-13. Ils avaient récupéré la balle et maintenant les arbitres vont la redonner aux Russes. Donc, il reste 2 minutes et demie. Au beach handball, c'est beaucoup. Vous voyez cette attitude de défenseur externe qui va monter en dissuasion sur le spécialiste. Ça, c'est une solution. Là, ils ont amené au tir, comme vous avez dit, Vincenzo, tout à l'heure, un externe ici en bas de l'écran. Parce que c'était le point faible. 2 points de spécialiste. La Russie qui se rapproche à nouveau. Il nous reste 2 minutes à jouer. Donc vous voyez, le match c'est serré. 2 minutes remaining for the first period. What a save for Russia! L'importance des duels entre le gardien et le joueur. Absolument important le contenu qu'il a défendu. Le gardien joueur sont établis la défense. Comment essayer de... Mesdames et messieurs, l'Italie mène de 17 à 15 contre la Russie. But de la Russie! Le joueur qui a des statistiques 17 à 17. Meilleur. Cette première manche, il reste 1 minute à jouer, pratiquement. Attention, attaque de l'Italie. Faute. Possession Russie. Un peu, Temps mort pour l'Italie. je dois dire que soit l'Italie que la Russie, ils avaient des gardiens formidables. Ils ont sauvé pas mal de ballons. Ah là, il y a eu un petit couac, dans le sens, je vous explique. En fait, il reste un petit minute avant la fin. Vincenzo Malatino, il demande son temps mort, mais la table a retenu qui a demandé après la perte de balle. Et Vincenzo, se tu vuoi nous expliquer, Vincenzo, se ci vuoi spiegare che è successo in questo caso, in questo momento? Sì. Alors, È il momento in cui avevi chiesto il time out a 1 minuto dalla fine che non te l'hanno riconosciuto. Che cosa era successo? È successo pas de temps che mort. nel momento della Temps mort pas accepté. ecco, sì, lasciamo la situazione. Le jeu. Nel momento che praticamente è stato che Notarangelo era riuscito a rubare la palla sul passaggio sullo specialist. Cette première manche, il reste 1 minute à jouer, pratiquement. Il time out, aspetta, fai vedere l'azione.
Così, voilà. Attaque de l'Italie. Faute. Possession Russie. Temps mort. Là, pour on dirait l'Italie. que Vincenzo avait demandé le temps mort. Vous voyez, il fait signe que moi j'ai demandé le temps mort. Demandé la table. Sì. È chiaro che chiaramente io avevo chiesto il time out nel momento che la palla stavamo andando in attacco, e in questo momento loro l'arbitro non se n'era, cioè al tavolo non se ne erano accorti del time out, e noi chiaramente c'è stato un intervento loro difensivo e chiaramente la palla è andata in mano alla squadra avversaria. Era questo, diciamo, il discorso della contestazione. Era molto importante per noi tenere quella palla lì e giocarsela negli 8 metri in modo da avere poi la conclusione finale. C'è stata una svista da parte del delegato al tavolo. Donc, en fait, c'est passé ça. Vincenzo avait bien posé son temps mort avant la perte de la balle, mais la table, elle n'a pas remarqué qu'il avait demandé son temps mort. Il y a eu un malentendu, si vous voulez. Donc, au moment où l'Italie a perdu la balle, les arbitres, ils ont évalué que le temps mort était posé après. Donc, la table, c'est la table qui fait foi. Mais ça pouvait coûter cher à l'Italie parce qu'il restait 1 minute à la fin, 17-17. Donc, vous voyez comme des fois, si la table n'est pas attentive, ça peut coûter cher par rapport au résultat final. Donc, bravo Vincenzo parce che ti ha gardé quand même la calma. Donc, hai avuto comunque la freddezza di restare calmo, anche se hai espresso le tue come dire, reclamazioni, però sei riuscito a restare calmo perché era importante trasmettere ai tuoi ragazzi un po' di calma, e questo l'hai fatto bene secondo me. Questo è fondamentale. Numéro 10 qui fait une passe pour le numéro 5. Difficoltà, e chiaramente dobbiamo essere noi allenatori Possession d'Italie. a cercare di trovare l'equilibrio e Plus que quelques secondes à jouer dans cette première période. Donc il nous explique justement que c'est à lui, en tant qu'entraîneur, de transmettre ses valeurs de calme, de rester tranquille. Et c'est lui, justement, en tant qu'entraîneur, qu'il fallait rester calme. Donc là, il y a le temps mort. Enfin, finalement, c'est toi qui demandes le temps mort, c'est tu che chiedi il time out a 30 secondi dalla fine. Cosa dici ai tuoi ragazzi in questo momento, Vincenzo? Qu'est-ce que tu dis à tes garçons sul temps mort? ragazzi, nella prima volta gli ho detto di rimanere concentrati, Donc il restait concentré. Vas-y. di stare attenti a qualsiasi situazione loro difensiva e chiaramente di non avere fretta nella conclusione. È vero che ho detto a Simone di cambiare la posizione anche sua in campo, perché chiaramente loro che devono aspettare un po' dal centro. La possession est pour l'Italie. Possession Italy. 35 seconds remaining, 17-17 in the first period. Donc Vincenzo nous dit à demander aux joueurs, je stop comme ça, à demander aux joueurs de rester calmes, de ne pas se dépêcher, de ne pas être pressé dans l'exécution de l'action offensive, mais de rester calme, de faire travailler la défense, à demander à son spécialiste de changer de poste, là vous le voyez, il est au centre, d'aller plus sur l'externe pour éviter de donner un repère fixe au défenseur central et de prendre le temps qu'il fallait pour aller au but. On va voir comment ça se passe. Va remporter cette première partie de ce jeu. Donc on voit le spécialiste secteur central, la sortie à poste avec le pivot, et justement les Russes ils ont choisi de marquer strict le spécialiste, mais il y avait trop d'intervalles libres. Donc, à mon avis, c'était une connerie de l'entraîneur russe. Il fallait rester soudé en défense. Ça, c'est mon avis. Donc, on va voir cette récupération de balles. Dommage. Dommage. Questa è l'azione contestata, perché chiaramente i russi hanno chiesto il time out, avevano ritardato dal tavolo e l'Italia aveva rubato la palla alla squadra avversaria. Alors, temps pour Russie.
Attention, monte ici. È strano perché si è ripetuta quasi la stessa cosa, ma due interpretazioni diverse. Dans cette première manche. Lì è stata veramente una situazione molto confusa, non c'è stato accordo tra gli arbitri. Attention, mesdames et messieurs, ça reprend. Position, la Russie. Donc, Ma lì è stato fantastico Davide perché mi ha detto tanto io la palla. bref, super. Donc, on va juste, je stoppe comme ça, j'ai fait la traduction. Donc, c'est bizarre comme il y a eu la même situation à l'envers, c'est-à-dire l'Italie qui récupère la balle, les Russes qui demandent le temps mort, et c'était la même chose, c'est-à-dire les Russes, ils ont demandé cette fois-ci le temps mort légèrement après la récupération de balle, mais l'interprétation des arbitres c'était que c'était bon le temps mort. Et Vincenzo, se félicite du mental de ces joueurs parce que le même joueur qui a récupéré la balle a dit au coach, t'inquiète pas coach, je vais récupérer à nouveau la balle. Donc ça donne l'idée du mental de ces garçons. Et franchement, on va voir, il reste 2 secondes et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, les spécialistes secteur central, ils vont proposer la même chose qu'ils ont proposé tout le temps, c'est-à-dire cette induction pour aller, voilà. Et c'est toujours lui, il avait bien promis, il a récupéré la balle, il a posé des problèmes, et l'Italie, avec d'un petit point, gagne sa première mi-temps. Déjà, c'est un avantage énorme sur les Russes. Ça ne tombe pas, à mon avis, d'être déjà mené de 1-0 à la mi-temps. Donc, on va voir la deuxième mi-temps. Infraction, yes. 2 points. Vous voyez là, On va porter il y a 2 à 0. toujours des situations très tendues où chaque seconde c'est du moniteur. Possession pour Russie. C'est important de savoir donc gérer avec calme, avec lucidité tout le moment du jeu. Donc, là, les Russes, Vous voyez, maintenant, pour ces petits détails là, on fait la Infraction, yes. les Russes, à mon avis, ils ont essayé un peu plus de jouer sur les coups fous parce qu'ils avaient des problèmes sur les 360. Et ils ont essayé d'utiliser leur gabarit. Vous voyez les Italiens comme ils bougent tout le temps, changement des secteurs, ils n'ont jamais des repères, le même repère. Et il y a cette externe qui sont performantes. Mais là, c'est un point, je crois. Vincenzo, là, hanno considerato ancora un punto su questo gol. Ma dunque, sai, Possession l'Italie. uno dei 2 punti è sempre Attenzione. il soggettivo per gli altri. Comunque gli arbitri erano 2 arbitri molto d'esperienza, se ha fischiato da uno vuol dire che era da uno. Non, mais en fait, je pense qu'ils ont bien appliqué la règle aux deux équipes, dans le sens où il n'y a pas eu un déséquilibre dans la décision finale. Donc, je pense qu'ils ont bien arbitré. On voit toujours des garçons avec ce mouvement changement de secteur. Vediamo sempre quei ragazzi che cambiano spesso di settore per squilibrare la difesa. Et cette fois-ci, dommage, ils ont raté le doc. Et déjà, vous voyez, l'Italie est moins 3. Hein. Donc, voilà, il faut du mental. Il faut du mental. Sur donc. Tir rouge. Mais les Russes, Vincenzo, i russi continuano a giocare specialist centro. Possession Russie. I russi giocano Repris par l'Italie. lo specialist sempre centrale e cerca sempre di creare una superiorità numerica a destra e raramente prova a cambiare il gioco. Infatti Mengon Marco aveva capito benissimo il suo sistema d'attacco, spesso riusciva a creare uno sfondamento a favore nostro. Disons que la différence entre la Russie et l'Italie, c'est que la Russie n'a jamais changé son dispositif spécialiste toujours au centre.
Et Mengon Marcos, en fait, il y a deux frères. Il y a le spécialiste de l'Italie avec le maillot bleu et son frère qui joue en défense. Il avait très bien compris, c'était presque répétitif l'action offensive des Russes. Et donc, ils arrivaient bien à anticiper, à poser des problèmes. Voilà, vous voyez, là, il vient d'intercepter un ballon parce qu'il avait déjà compris. Ça, c'est d'avoir de la lecture des jeux et anticiper la passe, et son frère qui va marquer là-bas le but de 2 points. Et donc l'Italie qui revient à -1. Donc il reste 7 minutes. Vous voyez, ils ont toujours des problèmes avec les 360, les Russes. Mais c'est fait exprès. Les Italiens, ils font exprès à pousser au tir les externes. E sono obbligati di si confiare al Kung Fu. Dicevo Vincenzo che i russi fanno di più in più i volanti perché hanno problemi con le piroette. Però le volanti sono un gioco a due, quindi bisogna costruirlo. De l'Italie, 2 points, 5-4. Donc l'Italie qui mène dans cette deuxième manche pour la première fois. Après 4 minutes de jeu. Attention, la Russie. Et but! 2 points, 6-5. Parati gardien russe. Comunque io a questo punto ho cercato La Russie qui mène 6-5. Mengone, lo specialist molto fuori, in modo che riuscisse poi a creare questo Attention. Et but! 2 points pour la Russie. 8-5. Loro hanno giocato in questa maniera per cercare di tirarci fuori in modo da poter far giocare di più al volo sia il primo che l'esterno. Però è chiaro che siamo molto bravi Numéro 1 italien. Donc, il nous explique Vincenzo Malatino que c'est vrai, les Russes, ils ont poussé beaucoup plus sur le Kung Fu pour profiter de leur différence de gabarit, notamment sur le défenseur italien, partenaire qui joue à externe, à bas, à haut. Et donc, il a demandé à son numéro 3 de monter beaucoup plus agressif sur le porteur de balle spécialiste pour lui rendre la tâche plus difficile, au maximum plus difficile possible pour la transmission des balles. Des fois ça a marché, et des fois ils ont marqué les Russes. Mais les fois que ça a marché, ça a permis aux Italiens de récupérer des ballons précieux. Et là, ils se retrouvent plus 3 les Russes. Vous voyez qu'avec ces coups fous tout le temps, mais ça devient toujours un jeu à 2. Donc c'est compliqué d'arriver toujours à les mettre. Si les défenseurs font leur travail, parce que vous voyez, les défenseurs italiens ont monté vachement vite sur le porteur de balle. C'est un jeu de Paeseva avec le pivot. Dommage, il y a un passage à force de l'externe italien. Donc toujours moins 3 les Italiens. Il reste 4 minutes et demie. Et là, ça commence à rentrer, comme disait Pippo tout à l'heure, dans le money time parce que il faut avoir gardé le mental. Donc il y a le marché du spécialiste russe. C'est des erreurs bêtes, si vous voulez, un peu naïf de faire des erreurs comme ça à ce moment du match. Donc je disais Vincenzo, i russi pagano anche un po' la loro inesperienza forse nella gestione dei momenti difficili, perché lo specialist che fa un passi a questo momento della partita è un errore stupido, nel senso che non ti aspetti in questo momento della gara, la semifinale. Si la Russie remporte cette deuxième période aux alentours tir au but. Senza esperienza. Era che la nostra pressione difensiva gli aveva fatto perdere qualsiasi. C'est l'Italie qui remporte. C'est l'Italie qui remporte le match. Appunto cercando di limitare molto lo specialist, è chiaro che della squadra russa non aveva perso il suo motore, il suo cervello, quindi il nostro punto, diciamo, maggiore attenzione era la difesa sul specialist, che era molto forte anche di gambe, però molto ripetitivo anche nelle sue azioni, anche se ogni tanto provava de guerre pour les Italiens. Du côté russe aussi. La differenza fra noi e loro è stato che noi facevamo un gioco molto più dinamico, molto più veloce e molto più vario, mentre i russi facevano un gioco molto più statico e sempre lo stesso.
Donc Vincenzo nous dit que oui, et en fait, finalement le spécialiste c'était un bon joueur, un super joueur, mais il continue justement à féliciter ces garçons parce que c'est la manœuvre défensive de ces joueurs très 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 agressifs vis-à-vis du spécialiste qui a posé des problèmes. Ils avaient vu sa manière de jouer très répétitive, donc il a vite perdu la concentration et donc c'est grâce à la défense qui a perdu sa concentration et faire des fois des erreurs techniques comme des marchés. Donc l'Italie elle revient à -1. Les Russes ils continuent à répondre coup sur coup, donc c'est toujours +3 pour la Russie. 3 minutes et demie à jouer. Et là l'Italie continue à mener sa manœuvre avec un jeu rapide. Voilà, là, il y a le pivot qui commence à marquer. Il y a tout le monde, en fait, nell'Italia qui marque. C'est ça qui un peu fait la différence aussi. E Vincenzo, il fatto che nella tua squadra tutti segnano dei gol, mentre i russi fino alla fine sono quasi sempre gli stessi che fanno i punti. Noi ora Sì, dici. io ho evitato, cioè ho ovviato il discorso per esempio dell'esterno destro perché era basso, chiaramente chiaro giocavano al volo su di lui. Allora praticamente ho cambiato la posizione dello specialist, l'ho messo esterno. Il giocatore Mas Pratene, che era il più basso, l'ho messo come falso specialist e il pivot dalla parte dello specialist, e questo è il mio gioco che io ho sempre chiamato spostato, e questo è stato micidiale perché a questo punto loro hanno perso qualsiasi riferimento in attacco e per quanto riguarda anche in difesa, perché come vedete lo specialist è esterno, il Mas Pratene ha la posizione di messo esterno destro con Notarangelo che da sinistra l'ho spostato a destra, Notarangelo, e il pivot stava dalla parte dello specialist, quindi chiaramente è successo che il centro dietro stava sempre in pressing sul pivot e lasciava sempre una superiorità numerica a destra di 2 contro 1. Donc, j'ai traduit, c'est comment dire, l'escamotage que Vincenzo Malatino a créé parce que c'est lui qui a comment dire, proposé en premier d'utiliser le spécialiste secteur externe, comme on avait dit. Et là, c'est la preuve. En Italie, on l'appelle la spostata, la déplacer, c'est-à-dire de mettre l'externe et le demi-centre, si vous voulez, un peu plus sur un secteur droit, d'accord, de mettre le pivot plus près du spécialiste. Pourquoi? Pour créer après une supériorité, un espace libre pour le spécialiste sur l'extérieur. Et ça pose beaucoup de problèmes à la défense pour défendre parce que priorité aux spécialistes mais aussi aux porteurs de balles. Donc en fait, si c'est bien joué, comme normalement le font les Italiens, il y a toujours la situation des tirs. Et on va voir comment c'est traduit sur le terrain. Vous voyez? Voilà. Donc... Et si la défense va fermer sur le côté spécialiste, il y a la possibilité à l'opposé. Là, maintenant, bon, les Italiens, ils ont raté, mais il y a eu quand même la situation des tirs. Ah là, c'est la chose que disait Vincenzo. En fait, le spécialiste qui joue avec cette fente centrale, sur le bordement central, pour récupérer la balle et trouver la solution. Là, c'est le spécialiste italien qui maintenant prend ses responsabilités. Et tient l'équipe, hein, c'est égalité, il reste 2 minutes et demie. Qui va remporter cette deuxième manche? On va se savoir dans quelques instants. Attention au spin et but! Les Russes, ils sont forts. Hein? Donc la défense italienne était beaucoup agressif pour essayer de les empêcher de jouer. Spin et but pour les Italiens! C'est beau ça, hein? Donc droitier à droite et destro di mano a destra, Vincenzo. Attention, ça se joue serré. Est-ce que ce sera une victoire italienne? Est-ce que nous allons au tir au but? Faute en faveur des Russes. Si prende rigore perché chiaramente è più lontano dalla posizione del muro e quindi chiaramente anche dall'azione individuale come viene fatta. Et l'arrêt du gardien italien. Faute en faveur des Russes. Donc
Vincenzo nous dit comme la solution de droitier à droite a apporté pas mal à l'équipe italienne parce que c'est plus difficile à défendre par rapport au handball indoor. Le beach handball, c'est une solution offensive carrément efficace, droitier à droite, apporte pas mal de solutions parce que c'est difficile à défendre et il y a aussi la possibilité de pénalité. Vous voyez là, c'est encore un exemple. Droitier à droite, c'est difficile au défenseur, il ne peut que fermer l'espace et s'il y a un bon joueur comme l'Italie avait, il y a but. Donc ça fait plus 1 pour l'Italie, il reste 30 secondes à la fin. 30 secondes. Donc, encore une super défense. On amène l'erreur. Là, normalement, il y a un temps mort à demander, je crois. Il reste plus 1. Toujours le spécialiste à gauche qui prend ses responsabilités, va 1 contre 1. Et ça, c'est le but de la victoire. Plus 3. 3 secondi alla fine. Dimmi. Di prima, la difesa, vedi, questa è stata l'azione vincente, perché a questo punto lo specialist è spostato sulla sinistra Et remporter le match. stavamo continuando a segnare sulla nostra Perte de parte, balle des Russes. segnava Masprat. Oui, vediamo, vediamo infatti il tuo gesto, come dire, la soluzione adesso è lì. Parce que Vincenzo nous explique comme lui, vu qu'on a marqué les derniers points côté droit du terrain, il sait que maintenant la solution c'est à gauche. Et donc il a donné carrément son indication, son consigne à ses joueurs. Vas-y, reviens à gauche. Et là c'est construit, c'est pas par hasard. Donc en fait c'est l'entraîneur dans ses consignes, le spécialiste qui applique les consignes et un but. Donc mieux que ça, c'est une victoire collective, la joie de tout le monde. Franchement, Vincenzo, rivedo sta partita come un esempio di vittoria collettiva e individuale, nel senso che l'individuo si mette a servizio del collettivo e l'allenatore che fa, come dire, chef d'orchestra. Quindi devo dire, bella emozione. Spero a questo punto che, come dire, c'è il bronzo, c'è l'argento. Prima o poi vedremo pure il dorato, si spera. Questo è l'augurio che facciamo tutti noi. Ci manca l'oro, vediamo. Donc on espère, on souhaite à Vincenzo Malatino avec son travail et la fédération italienne de voir pour la première fois l'heure, que c'est mérité par rapport au travail. Mais vous voyez, le beach handball, c'est très très difficile parce que c'est des matchs très équilibrés et des fois c'est le détail qui fait la différence, c'est aussi la chance. Donc même si l'équipe était une équipe forte qui méritait gagner, mais des fois en face ils sont plus motivés. Donc c'est la différence entre le handball indoor et beach handball. Dans le rapport de force, le beach handball c'est difficile. Dicevo Vincenzo che è molto difficile rispetto alla pallamano normale, che nel beach ci sono sempre degli equilibri più precari, è più difficile vincere perché può succedere di tutto. E quindi mentre nella pallamano quando sei forte, nel beach handball anche quando sei forte puoi perdere, o sbaglio? Nella mia carriera di allenatore ne ho viste tante squadre fortissime che erano ormai destinate a vincere un europeo o un mondiale e magari perdere da squadre che sono outsider, perché vincere un set non vuol dire aver vinto una partita, poi c'è il secondo set che ricominci tutto da capo. È chiaro che chi ha perso ha sempre la chance di poter dire la sua nel secondo set, e poi ricordiamoci che ci sono gli shootout È un'altra storia. E ho perso anche un mondiale agli shootout in maniera sfortunata. Purtroppo. Et quoi. Donc, oui, Vincenzo, donc il disait super le résultat et j'espère que vous allez encore plus loin parce que vous le méritez. Tu nous as rappelé tout à l'heure justement
le fait que vous êtes arrivé pas loin de la médaille d'or parce que vous avez perdu au shootout contre, c'était qui? L'Espagne. E contro la Spagna avete perso gli shootout. Con la Spagna abbiamo perso con gli shootout e purtroppo una traversa, riga e palla fuori, sai, la sabbia mi fa questi brutti scherzi e per questa situazione causale abbiamo perso l'oro. Sì, donc justement l'Italie arrive à la finale après la Russie contre l'Espagne et perd 2-1 et Vincenzo nous dit au shootout un tir qui va sur la traverse au lieu d'aller dedans et donc pour un championnat du monde, voilà, pour un petit détail. Mais ça reste le valeur du résultat final parce que l'engagement était énorme, le résultat super. Et l'Espagne, c'est un des meilleurs pays au monde dans ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, Vincenzo, della Spagna? È uno dei migliori paesi al mondo. Ma la Spagna nel dicembre lo dicono i risultati, che loro hanno vinto il mondiale, hanno vinto le Olimpiadi, hanno vinto l'Europeo dopo e quindi è una squadra che ha avuto grossi meriti, quindi non è che sono stati fortunati più di una volta, ma la fortuna fa parte anche del gioco, del contesto del gioco, che così poi, forse noi con un pochino più di fortuna potevamo calcare anche altri podi, però la squadra ha sempre funzionato. Poi in seguito questa squadra è stata un po' smembrata perché ovviamente questi giocatori, grazie anche a questa grossa esperienza internazionale, hanno fatto col beach e chiaramente sono entrati tutti nell'Indo, nella nazionale junior, che farà ora i campionati europei prossimamente. La maggior parte sono giocatori di questa nazionale qui e questa è la situazione. Comunque vedremo ora in futuro con i due programmi nostri nazionali di rivedere un po' i nostri quadri, magari riuscire a inquadrare nel nostro gruppo alcuni elementi di questa squadra che è stata storica e aveva iniziato nel 2016 un grande percorso. Donc Vincenzo nous explique comme la chance fait partie du sport. C'est vrai aussi, l'Espagne, c'est un des grands pays du beach handball aujourd'hui. Les résultats, tous les résultats, c'est l'épreuve, c'est la preuve parce que ils ont gagné les championnats du monde, garçons, filles, jeunes, adultes. Et des fois, nous dit Vincenzo, grâce aussi à l'aide un peu de la chance. C'est la chance que pour le moment n'a pas trop aidé dans les moments, comment dire, importants l'Italie, mais il faut aller la chercher la chance. Donc il reste confiant du bon travail qu'on fait et il espère aussi de récupérer ces joueurs qui ont fait l'histoire avec ce groupe jaune. C'est des joueurs qui côtoient le haut niveau de handball avec l'équipe d'Italie, avec les championnats étrangers comme le Montpellier, avec les frères Mengon. Et donc son idée, c'est de récupérer ces jeunes pour apporter à nouveau de la qualité, de l'expérience a ce club, a cette équipe d'Italie du beach handball. Donc grazie Vincenzo per il tuo aiuto e il tuo contributo e passiamo la mano all'altro malatino, a Pippo, per penso un tema ancora più importante che è quello della solidarietà. È successo ultimamente questa tempesta Alexia fra il confine franco-italiano e Pippo è testimone di tutto quello che è successo e di come stanno andando le cose nella Vallée de la Roya. Donc je passe la main maintenant à Pippo, l'autre malatino, pour nous raconter, pour parler d'un thème plus important que le sport, c'était la solidarité, parce qu'il y a eu la tempête Alexia qui a tout détruit dans la vallée du Roya. En fait, c'est la frontière entre l'Italie et la France, et c'est là où on vit. Moi, j'habite à Nice, Pippo, il habite à Ventimille, et donc en fait, on a vécu de près ça, mais plus Pippo, parce que Ventimille était touché par rapport à les intempéries, et Pippo va nous aider à comprendre avec son témoignage, quelques photos qu'il a, et si on peut aider, parce que la Pallamano Ventimiglia elle est en train d'aider
avec ces garçons, ces joueurs, ces dirigeants, pour aider à récupérer de l'eau, des vêtements, les donner à la population de la Roya, qui y a des gens qui ont plus de maison et plus rien. Donc, Pipo, je te laisse à toi expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qui s'est passé, c'est une catastrophe naturelle, si on peut dire. Surtout dans la vallée de la Roya. Ventimille, justement, a été touché aussi parce que la rivière, le Roya, termine sa course à Ventimille. Donc, à Ventimille, il y a eu beaucoup de dégâts. Compte tenu de cette intempérie, cette cyclone Alexia qui tu as bien souligné, dans la nuit entre le 2-3 d'octobre. Et justement, si à Ventimille, on a eu beaucoup de dégâts, dans la vallée de l'Oroya, il y a eu vraiment une catastrophe naturelle. En partant du col de Tende jusqu'à la ville de Bray, le village à côté de Pienne-Basse, que c'est juste à la frontière franco-italienne, il y a eu comme s'il y a eu un bombardement. Il faut penser que sur environ 60 km de route, ils sont restés plus que 400 km parcouribles. Donc les lignes de communication sont interrompues. Impossible d'aller à Bray dans la route de la statale numéro 20, c'est pour dire la SS20. La liaison entre l'Italie et le Piémont de la part du col de Karine, fallo sta zitto, ti prego. toujours, peut-être, on espère Dagli qualcosa. qu'il y aura des subventions, des aides qui vont arriver. Et surtout la population de la vallée, surtout Bray-sur-Roya, a été vraiment catastrophisée. Il y a eu des dégâts matériels très importants. À Bray-sur-Roya, à Fontan, Saint-Delmas de Tende, la ville de Tende aussi. Mais il y a eu aussi des morts. Il y a eu entre 15 et 20 morts environ. Je ne sais pas exactement les numéros, mais quand même, c'était une vraie catastrophe naturelle. Donc, qu'est-ce que s'est mis en place dans la vallée? C'est mis en place un système de solidarité dont la Pallamano Ventimiglia a fait son rôle, a participé. Pour que vous sachiez, pour qui ne le sait pas, qui la Pallamano Ventimiglia depuis toujours était jumelée avec l'handball de Bray. Moi j'ai vécu à Bray pendant 15 ans et ma liaison avec la vallée de Roya est très forte. Et en même temps qu'il est né la Pallamano Ventimiglia, il est né aussi l'handball Bray. Moi j'étais le point de liaison entre les deux réalités et toujours les deux réalités ont marché ensemble. Dans le secteur des jeunes, handball Bray et handball par Ventimille, c'est presque la même chose, si on peut dire. Et nous, on permet aux jeunes de la vallée, avec notre structure de la Pallamano Ventimille, comme vous savez, participe depuis plusieurs années au championnat des Alpes-Maritimes et maintenant même au championnat du PACA. On a permis aux jeunes de la vallée de faire des expériences même au niveau plus intéressant, plus important que les mois en 13. Donc, on récupérait ces jeunes au collège, on faisait des activités même liées au projet Levant 06 pendant toute l'année et on permettait à qui était motivé de participer avec la Pallamano Ventimiglia aux activités. Donc, nous, on est très liés avec la réalité de la Roya. On a développé donc un système de solidarité, on a fait la demande d'aide volontaire à tous les sympathisants de l'handball et à qui étaient touchés par cette catastrophe. On a fait des récoltes, surtout de matériel de première nécessité. Parce que celle qui était nécessaire dans le premier impact après, c'était le matériel de première nécessité, de l'eau, des pâtes, de la farine, des produits pour la vaisselle, des produits pour le nettoyage, des désinfectants, des couches pour les enfants, tout ce matériel de première nécessité. Moi, j'ai essayé. J'essaie maintenant de vous montrer quelques petites photos pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé. L'entità des dégâts. Oui. Pour vous faire comprendre exactement qu'est-ce que c'est. J'espère l'avoir. Vous me voyez là? Oui. Alors, ça c'est...
Ça, si vous voyez, c'est celle qui s'est passée après, les jours après. Ça, c'est où il y a la poste. Claudio, tu connais bien parce que je sais que toi, tu as passé des années à faire ton métier, ton rôle. J'ai travaillé une année, je suis prof de sport au collège de Breil-sur-Roya, et des Sospel, donc la vallée, je la connais maintenant, donc je sais que... Exactement. Vous voyez là, il y avait la route qui liait la centre de la ville à la poste. Ça, tu as cliqué sur la photo. Et les marches. Vediamo, on voit que les petites photos, mais on voit pas la grande photo. La grande photo, tu ne la vois pas? Non. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la grande photo alors? Alors, qu'est-ce qu'il faut... Là, maintenant, tu la vois? No, vediamo la schermata. Come si fa a farli vedere adesso? Io non... Beh, richiudi e riapri. Hai fatto clicca. Io clicco sulla foto, io la vedo grande nella me, quando clicco sulla foto. Aspetta, perché qui o arriva in ritardo, ma... Prova... Aspetta. Là come la vedi? Adesso la vediamo. La vedi? Sì, sì. Perfetto. Vas-y, continue à nous expliquer. Voilà. La vedi? Oui, Là, oui, c'est bon, c'est là, bon. vous voyez, C'est bon, c'est oui. vraiment des images qui sont très touchantes et qui, comme moi, a vécu 15 ans après, je peux vous dire qu'il était vraiment très dur à supporter tout ça. Je fais... Voilà, ça c'est la piscine de Breil. Wow. J'ai travaillé là-bas, la piscine. Voilà. Ouais. Ça c'était la rivière qui a envahi toute la route. Vous voyez là-haut, là, il y a la route qui passait à côté, tout envahi par l'eau. Et ça c'est le centre de la ville complètement endommagé par le dégât des eaux. Vous voyez les voitures. Oui. Les personnes se sont trouvées comme ça. Beaucoup de personnes sont restées sans rien, tout était emporté. Ça, c'est l'office du tourisme à la place Blanquerie, plein de buts, vous voyez. Voilà, des voitures complètement dévastées dans tout le centre de la ville, de la place Blanquerie et l'entrée de la ville de Breil-sur-Roya. Faute symbolique de la mairie, avec toute la boue qui est rentrée là-dedans et tous les dégâts que les eaux ont fait. Le système de communication complètement détruit. Des dégâts même dans les maisons. Ça, c'était celle qu'on appelle après le chapiteau. Oui, toutes les oui. marches de la Royale ont été envahies. Là aussi, c'était beaucoup endommagé. C'était un endroit où on organisait beaucoup de manifestations, même sportives. Même des petits tournois d'handball on a fait dans l'époque. Voyez les dégâts qui sont arrivés de toute la vallée. Les maisons à côté de la route qui amène à la poste, ça c'est la vue derrière. Oui. Vous voyez, toutes ces maisons-là ont été évacuées parce que même les fondations ont bougé. Donc, les petites villas comme ça ont été vraiment endommagées peut-être pour toujours. Vous voyez, la situation, c'est pas. Ah, mamma mia, Là, c'est c'est... la route qui amène à Breil, vous voyez, tout Oui. apporté. Ça, c'est la route qui amène à l'entrée de Breil, tout apporté par... Par la rivière. Voilà. Ça, c'est la part bas, voilà, là, c'est une maison emportée par les eaux. Ça, c'est la maison qui se trouvait à Pienne-Basse. Ça, c'est la route de Pienne-Basse qui a mené vers Breil-sur-Roya. Là, il y avait une maison, vous voyez. Là, Oui. je mets la flèche, il y Oui. avait une maison, il n'y a plus de maison, là. Tout emporté. Quelle catastrophe. Voilà. Ça, c'est piane basse. Bon, comme vous voyez là, la situation était complètement catastrophique. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de l'aide, hein, et un système de
solidarité doit sûrement se mettre en place. La fédération française s'est déjà occupée à mettre en place tout ça. Et donc, nous aussi, on a créé un système de solidarité. Vous pourrez envoyer votre don à Monaco, où il y a aussi un système de récolte à Menton qui va être tout l'année. Moi, je vous montre mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter. Peut-être pas trop. En tous les cas, je vous le dis à voix, parce que je vois que ça vient au contraire. Alors, c'est le 0039 349 58 10 739. Je répète, 0039 349 58 10 739. Donc, quand vous voyez l'émission de Claudio, vous la voyez. Si vous voulez signer mon numéro et me contacter pour organiser des aides pour la vallée, et pourquoi pas même pour le club de Braille qui a subi des dommages. Dans les photos, je vous l'ai montré, mais même le siège de l'handball Braille a été endommagé. On a perdu beaucoup de matériel, beaucoup de documents. Donc, tous les gens de Braille aujourd'hui ne sont pas en mesure de faire de l'activité. Nous, on essaie de le faire venir à Ventimille, mais aujourd'hui, la route de communication pour aller à Ventimille, il faut passer pour le col de Bruy, arriver à Sospel, faire le tour de Menton et arriver à Ventimille. C'est très long. Avant, on mettait 20 minutes. Aujourd'hui, il faut mettre plus d'une heure, un quart, voire 1h20. Pour les jeunes, pour venir à Ventimille, c'est pas évident. Peut-être on essaie de faire aller à Sospel, où la route est un peu moins longue. Mais tout ce projet qui des années a signé la réalité de cette région, de la vallée, de la Palamano Ventimille et de l'Handball Braille aujourd'hui est très en difficulté. Donc on vous demande encore de l'aide, votre grande et d'attention vis-à-vis de cette problématique. Et voilà, si vous voulez mettre en contact avec moi, vous pouvez le faire avec les coordonnées que je vous donne. Donc, Pippo, je vais quand même, quand je vais poster sur les commentaires de la vidéo, je vais écrire ton numéro. Et donc, tous ceux, celles qui ont envie de mettre en place quelque chose, vous pouvez contacter Pippo. Et pourquoi pas des clubs de handball qui font un lien avec le club de Ventimille, des clubs de handball azurien, ou même plus loin. Organiser une espèce de chaîne de solidarité entre les clubs de handball pour aider. Nous, on a perdu des ballons, on a perdu du matériel. Si vous voulez nous aider, même avec le simple geste de donner un ballon, pour nous, ça serait quelque chose de très apprécié. Des gestes simples, mais qui peuvent ramener à la vie le sport et la vie de tous les jours pour vous, population de La Roya. Donc, merci beaucoup, Pippo. Je tenais parce qu'on s'entend souvent avec Pippo, donc il m'avait déjà raconté cette histoire et je me suis dit, mais pourquoi pas mettre à disposition notre petit projet de Beach Handball Café pour divulguer le besoin d'aide et montrer quelques photos. C'est des photos que Pippo a fait, hein, donc c'est lui qui a fait ces photos-là. Et nous tous nous mettre au service pour essayer d'aider. La solidarité, c'est prioritaire et le sport, il peut être un acteur fondamental et actif pour la solidarité. Donc, grazie Pippo, merci beaucoup. Merci encore Vincenzo d'avoir passé le dimanche avec nous. De toute façon, dans ces périodes de Covid, il faut bien s'occuper parce qu'en France, il y a le couvre-feu. En Italie, on n'est pas loin. Et peut-être bientôt, on va être à nouveau confiné. J'espère pas, mais il faut être prêt. Et si on sera confiné, on va s'organiser pour vous proposer des contenus de beach handball et pour passer le temps ensemble. D'accord? Grazie ancora Vincenzo e buon lavoro. Veramente è stato un onore dividere questa domenica mattina con te e con tuo cugino Pippo. Speriamo di rivederci presto in qualche spiaggia a giocare, a parlare di beach handball perché ne abbiamo bisogno. Ok? Merci beaucoup. Grazie Claudio, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, a presto. Au revoir. Ciao. Ciao.